Bien, bonjour à toutes et à tous, enfin à toutes. Aujourd'hui, je vais reprendre et terminer aujourd'hui le chapitre sur la question de la catégorisation. Je m'étais arrêté la dernière fois à cet article d'Eleanor Roche qui date de 78 et que je vous ai mis en ligne sur le site du cours. Alors, il m'intéresse parce que nous allons revenir juste après sur les éléments, disons, de base de la théorie du prototype. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'elle présente deux principes de base qui ont une assez grande généralité sur la question générale de la formation des catégories. Alors, vous voyez ici que le premier principe concerne la question dont, concerne le problème du fonctionnement des systèmes catégoriels, enfin des systèmes que forment les catégories, et a comme préoccupation de faire en sorte que cette catégorisation, ce système de catégories, fournissent un maximum d'informations avec un minimum d'efforts. Donc c'est un principe d'économie cognitive. Il y a un principe d'économie cognitive qui doit être présent pour la théorie générale de la catégorisation. Le second principe est lié à la question de la structure de l'information et est lié à cette idée que le monde perçu n'est pas désordonné, désorganisé, mais il est déjà structuré et cette structuration du monde perçu doit être prise en compte dans le processus de catégorisation. Alors, premier principe, donc, le principe d'économie cognitive. Je lis et commente avec vous cette première citation. Donc, le premier principe concerne cette notion du sens commun, qui est presque du sens commun, que en tant qu'organisme, ce qu'on essaie d'obtenir comme gain d'une catégorie est une bonne information au sujet de l'environnement, tout en conservant des ressources les plus restreintes que possible, des ressources limitées. Catégoriser un stimulus, c'est-à-dire vous avez un stimulus et ce stimulus, quel qu'il soit, un objet vu, quelque chose d'entendu, un mot entendu, etc., que vous mettez dans une catégorie, catégoriser un stimulus signifie le considérer pour le but de la catégorisation, pas seulement comme équivalent à un autre stimulus de la même catégorie, donc ça c'est quand même une des idées fondamentales de la catégorisation, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette notion a à voir avec la relation entre catégorisation et analogie. Les éléments qui font partie d'une catégorie ont une relation de similarité, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que ce stimulus soit différent des stimuli qui ne sont pas dans cette catégorie. Donc, d'un côté, il semblerait que ce serait un avantage pour l'organisme de disposer du plus grand nombre possible de propriétés prédictibles en connaissant une seule propriété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que l'élément est dans la catégorie, vous avez toutes sortes de propriétés sur cet élément. Un principe qui voudrait conduire à la formation d'un grand nombre de catégories. Si les catégories contiennent beaucoup d'attributs, c'est-à-dire si la catégorie est définie avec une très grande intention, donc vous aurez un grand nombre de catégories avec des discriminations fines, aussi fines que possible, entre les catégories. Donc ça, c'est une première façon de concevoir la catégorisation, avec des catégories extrêmement précises, très clairement définies, et par conséquent, vous avez un grand nombre de catégories.
Mais de l'autre côté, un des buts de la catégorisation, c'est de réduire les différences infinies entre les stimuli, de sorte que, du point de vue comportemental et cognitif, il y ait une utilisation assez aisée. Hein. Il faut réduire dans certaines proportions qui soient compatibles et avec une utilisation comportementale ou cognitive de ces catégories. Donc, c'est aussi un avantage de l'organisme de ne pas trop différencier un stimulus d'autre lorsque la différenciation n'a pas de pertinence par rapport au but qu'on a à ce moment-là. Donc, vous voyez que cette notion du but, là, purpose, est importante parce que on ne va pas forcément mobiliser le même type de catégorie selon l'objectif qu'on a. Donc, premier point à noter ici, la catégorisation est déterminée par une finalité, par un but, par un objectif. Et puis, par ailleurs, la catégorisation suppose un équilibre entre un minimum de propriétés qui permet l'identification d'un stimulus, c'est-à-dire la catégorisation d'un stimulus, et un maximum de propriétés qu'il ne faut pas dépasser pour éviter une surcharge cognitive. Deuxième principe, maintenant, l'idée que le monde perçu est structuré. Donc, de nouveau, je commente cette deuxième citation. Ce second principe de la catégorisation affirme que, à la différence des types des groupes de stimuli qui sont utilisés en laboratoire, eh bien, le monde perçu n'est pas seulement un ensemble non structuré, une totalité non structurée d'attributs qui peuvent, co-occurrents d'une manière équiprobable, c'est-à-dire des attributs qui peuvent, qui n'ont pas plus de chances d'être pertinents que d'autres. Au contraire, les objets matériels du monde sont perçus comme ayant des structures hautement corrélationnelles, corrélatives, c'est-à-dire que, compte tenu un knower, un connaisseur, un sujet, disons, un sujet qui perçoit des attributs complexes comme des plumes, de la fourrure et des ailes, c'est un fait empirique fourni par le monde perçu, c'est notre expérience du monde qui nous fait savoir que les ailes co-occurrent, c'est-à-dire sont fréquemment associées avec des plumes plutôt qu'avec de la fourrure. Donc, si vous voulez, l'idée c'est que on n'a pas seulement un attribut isolé qui va être aile, plume, fourrure, mais il va y avoir une association qui vient de notre expérience du monde entre aile et plume, par exemple. Donc les attributs ne sont pas juste des propriétés toutes indépendantes les unes des autres. Notre expérience du monde perçu fait que les propriétés sont reliées. Autre exemple, si on prend un agent avec un programme moteur pour s'asseoir, eh bien c'est une propriété, un fait du monde perçu que les objets qui ont des attributs perceptuels des chaises, sont plus favorablement faits pour s'asseoir, pour avoir la fonction de s'asseoir, que des objets qui ont l'apparence des chats. Donc on a une association entre un objet et une fonction, qui n'est pas une association, aléatoire, mais qui est régulière, qui vient de notre expérience du monde. En bref, les combinaisons de ce que nous percevons comme des attributs des objets réels ne se présentent pas à nous uniformément. Il y a des paires, des triplets, etc., qui sont qui apparaissent plus probablement dans des combinaisons
que d'autres. D'accord ? D'autres combinaisons sont rares et d'autres ne peuvent pas du tout, dans une sorte de logique empirique, être en corrélation. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est que le monde tel que nous le percevons est structuré et que lorsqu'on décrit des catégories en termes de propriétés ou d'attributs, il faut avoir à l'esprit que ces propriétés ou ces attributs peuvent avoir des liens de corrélation dans le monde perçu. C'est bien dans le monde perçu. Alors, dernière citation que je vais commenter et qui, si vous voulez, est une sorte de récapitulation de l'ensemble des facteurs qui interviennent dans la catégorisation. Donc, il faut insister sur le fait que nous parlons bien du monde perçu et non pas d'un monde métaphysique dépourvu d'un sujet qu'il expérimente ou qui le connaît. D'accord ? Donc là, vous reconnaissez dans cette phrase la démarcation à l'égard de l'objectivisme. Hein ? Donc on est bien dans une perspective expérientialiste au sens où l'entend quelqu'un comme Laïkov, par exemple. Les sortes d'attributs qui sont perçus sont bien sûr spécifiques à une espèce, puisque on parle d'un monde perçu, donc perçu par certains types d'êtres, et donc en l'occurrence, qui sont spécifiques à l'espèce. Alors elle prend l'exemple d'un chien. Hein. Le sens de l'odorat d'un chien est bien plus différencié, et bien plus fin, si vous voulez, que celui d'un humain, et la structure du monde pour un chien doit certainement inclure des attributs liés à l'odorat que nous, en tant qu'espèce, sommes incapables de percevoir. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans le monde. Ces odeurs, par exemple, que va percevoir un chien. Mais ça ne fait pas partie de notre monde perçu à nous. En outre, parce que le corps d'un chien est construit différemment de celui d'un humain, ses interactions motrices avec les objets sont nécessairement structurées d'une façon différente. Là, si vous voulez, c'est toute la dimension de l'embodiment des linguistiques cognitives, c'est-à-dire le fait que notre corps soit ce qu'il est, nous amène à conceptualiser d'une certaine façon. Si un chien ne conceptualise pas le monde de la même façon que nous, c'est non seulement parce que son contact avec le monde via sa perception est différent d'une autre, mais c'est aussi parce que son corps et son interaction avec le monde est différente de la nôtre. Et l'idée ici, disons qui est quand même là une idée qui continue d'être très porteuse dans la recherche contemporaine, parce qu'on est très loin d'avoir exploré toutes les conséquences de cette idée, c'est que la raison humaine n'est pas une raison désincarnée. Notre façon de penser, notre façon de conceptualiser est liée à notre corps. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que, dans la philosophie classique, on a mis longtemps à penser. On a commencé de le penser via, disons, au XXe siècle avec la phénoménologie, par exemple. Bon, il y a peut-être d'autres précurseurs plus anciens, mais en tout cas, par exemple, chez Rousseau, peut-être, il y a des choses un peu comme ça, dans le rapport entre l'être humain et la nature. Mais d'une manière générale, l'idée véhiculée par la philosophie occidentale, c'est quand même que nous avons un esprit avec une sorte de fonctionnement assez proche de la logique, ou en tout cas un esprit désincarné, qui fonctionne indépendamment des propriétés de notre corps. Alors,
the out there, c'est-à-dire le monde externe, hein, disons, pour une chauve-souris ou une grenouille ou une abeille, est certainement encore plus différent de celui d'un humain. Les attributs qui vont être perçus compte tenu de notre capacité de les percevoir est indubitablement déterminé par des facteurs qui ont à voir avec les besoins fonctionnels du sujet qui interagit avec le monde physique, avec l'environnement physique et social. Et donc, une des influences sur la façon dont les attributs, les propriétés vont être définis par les humains, c'est clairement le système de catégories déjà existant dans une culture à un moment donné. Puisque on a beau avoir des systèmes de catégorisation individuels qui se développent avec le temps, dans le développement disons, ontogénétique de l'individu, hein, de l'enfant à l'adulte, l'enfant arrive dans un milieu social, culturel, dans lequel existent déjà des catégories qui vont contribuer à structurer ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, on inverse un peu la perspective. C'est parce que j'hérite culturellement ou socialement de certaines catégories que je vais plutôt percevoir le monde de telle ou telle façon, plutôt être sensible à telle ou telle propriété du monde externe. Un exemple ensuite, par conséquent, notre segmentation du corps d'un oiseau, tel qu'il a un attribut appelé des ailes, est sans doute influencée pas seulement par des facteurs perceptifs, perceptuels, comme par exemple des lois de la Gestalt, hein, qui nous conduiraient à considérer que les ailes sont une partie séparée, sont une partie disons, isolable du corps de l'oiseau, mais aussi par le fait que nous avons déjà une catégorie culturelle et linguistique appelée oiseau qui se définit par cette propriété d'avoir des ailes. Donc, voir des attributs comme, au moins en partie, des constructions de celui qui perçoit, hein, vous voyez bien, les propriétés du monde sont vues comme des constructions de celui qui perçoit. Pas seulement, celui qui perçoit n'est pas juste un récepteur. Mais elle précise que, donc, si on voit les attributs comme étant au moins en partie construits par celui qui perçoit, ne conduit pas à nier le fait structural d'un ordre supérieur au sujet des attributs en cause, et en particulier le fait que les ailes et les plumes sont dans une co-occurrence régulière dans le monde perçu. Bonjour. Donc, si on veut récapituler pour Roche quels sont les facteurs de la catégorisation, enfin des processus de catégorisation effectués par un individu, il y a d'abord l'espèce. Hein, nous appartenons à une certaine espèce qui a une certaine histoire génétique, etc., et qui a un corps, certaines capacités sensorimotrices, une interaction avec un environnement, avec une culture, etc. Deuxièmement, la structuration du monde perçu pour cette espèce, avec éventuellement des co-occurrences, etc. Et puis la structuration culturelle héritée, la structuration culturelle au sens où, ce que j'entends par là, c'est l'héritage des catégories disponibles dans une culture donnée, dans une langue donnée. Alors, maintenant, si d'une manière plus, disons, plus ramassée, on essaie de
caractériser cette sémantique du prototype ou cette théorie du prototype, il y a deux idées fondamentales qu'il convient de retenir, que nous avons déjà en partie examinées. Il y a d'abord cette notion de prototype d'une catégorie, cette idée que parmi les membres d'une catégorie, tous ne sont pas équivalents, et puis la notion de niveau de base, c'est-à-dire de non-équivalence des niveaux de la hiérarchie catégorielle. Alors, première idée, je vais aller assez vite parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Si vous considérez la catégorie oiseau, on peut dire que, tout au moins en français, l'oiseau prototypique, le prototype de l'oiseau, c'est le moineau. Donc, il a toutes ses propriétés, il vole, il a des plumes, il a une forme plutôt en S comme ça, il a des ailes, il n'est pas domestiqué, il est ovipare, il a un bec, etc. Et parmi toutes ces propriétés, qui sont des attributs du moineau, certaines ne sont pas partagées par d'autres membres de la catégorie oiseau, qui sont du coup beaucoup moins prototypiques. Alors, par exemple, l'autruche a bien des plumes, mais elle ne vole pas. Pourtant, c'est tout de même un oiseau. Alors, le poussin, est-ce qu'il a des plumes? Le poussin, le kiwi, c'est limite les plumes, hein, la question des plumes. Le kiwi, j'ai vérifié une fois, c'est des espèces de toutes minuscules plumes qui ressemblent plus à des poils qu'à des plumes, et puis les poussins n'ont pas encore des plumes qui sont entièrement formées. Donc la propriété d'avoir des plumes est un peu marginale. Par ailleurs, ils ne volent pas non plus. Le pingouin, c'est la même chose, hein. Donc ce sont des types d'oiseaux beaucoup moins prototypiques, et donc l'idée générale de la sémantique du prototype à cet égard, c'est donc d'une part que tous les membres de la catégorie oiseaux ne sont pas équivalents, certains sont plus oiseaux que d'autres, hein, dans une culture donnée, donc en français le moineau est plus typiquement un oiseau qu'une autruche. Bon. Et par ailleurs, l'appartenance à la catégorie va être conditionnée par le degré de similarité avec le prototype. Plus le nombre de propriétés communes avec le prototype est grand, plus l'appartenance à la catégorie va être facile, évidente, etc. Alors, voici comment on représente dans aussi cette catégorisation, cette catégorie de l'oiseau avec donc des types d'oiseaux un peu différents, hein. On avait vu le robin, c'est-à-dire le rouge-gorge, qui est plutôt au centre dans le monde anglo-saxon pour les Américains, et puis toujours les oiseaux qui sont à la frontière, hein, l'autruche, le pingouin, etc. On peut représenter cela comme ça, hein. Le prototype de l'oiseau, c'est vraiment, quand vous pensez à un oiseau, vous avez plutôt ce prototype-là en tête, plutôt que le kiwi ou le pingouin. Et puis le castor, lui, il est complètement en dehors de la catégorie. Un autre exemple de catégorisation avec des effets de prototype qui ont été montrés, c'est le cas des meubles. Alors là, c'est le résultat d'un petit travail qui a été fait à partir d'une expérience visant à noter de 1 à 7 si différents référents sont identifiés par des dénominations sont des bons exemples de la catégorie meuble, et donc on voit que la chaise est présentée comme étant le prototype du meuble, avec la table, le canapé éventuellement, et puis ensuite le lit, le bureau, et plus loin la télévision, le réfrigérateur, hein, qui sont des membres beaucoup moins prototypiques de la catégorie. Alors, ça c'était pour le premier point de la sémantique du prototype. L'idée qu'on a un prototype, donc tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents. Hein, je vous rappelle que dans le modèle classique, votre oiseau c'est vertébré à plumes, et tous les membres, tous les oiseaux sont oiseaux au même titre puisqu'ils sont tous des vertébrés à plumes.
Bien. La deuxième idée, et cela rejoint la préoccupation de l'économie cognitive, hein, du principe d'économie cognitive souligné par Roche, c'est que dans la hiérarchie des catégories, donc la dimension verticale de la catégorie, hein, la question du prototype, elle a à voir avec la dimension horizontale des catégories, tous les membres ne sont pas équivalents, mais dans la dimension verticale, vous avez des relations entre hyperonyme et hyponyme. Hein. Animal est l'hyperonyme de chien, chat, lapin. Chien est l'hyperonyme de teckel, caniche, dalmatien. Puis à la limite, on pourrait continuer. Il y a peut-être plusieurs types de teckel, etc., etc. Donc, dans le modèle classique, cette hiérarchie des catégories, elle est, je veux dire, il peut y avoir un nombre de niveaux illimité. On peut décomposer en sous-parties. Par exemple, animal, ici, j'aurais pu distinguer vertébré, invertébré, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a des niveaux dans la hiérarchie pour aller du plus général, c'est-à-dire du concept qui a l'extension la plus grande au plus spécifique, c'est-à-dire le concept qui a l'extension la plus restreinte. On peut avoir un nombre de niveaux de catégories infini. Dans la sémantique du prototype, il y a 3 niveaux qui comptent, et un niveau, enfin, disons, le niveau de base, qui est le plus important, et puis un niveau au-dessus et un niveau au-dessous. D'accord ? Un niveau qu'on appelle supraordonné ou superordonné, et puis un niveau qu'on appelle infraordonné ou subordonné. D'accord ? Alors, bon, par exemple, ici, pour animal, le niveau supraordonné, c'est le mot il correspond au mot animal. Le niveau de base correspond aux différents types d'animaux, chien, chat, etc. Et puis le niveau infraordonné aux différents types de chiens. Pour les fruits, par exemple, le niveau superordonné, ça va être le non-fruit. Le niveau de base, ce sera pomme, poire, banane, etc. Et puis le niveau subordonné, ce seront les types de poires, les types de pommes. Par exemple, golden, c'est un type de pomme. Et puis il peut y en avoir d'autres, je ne sais pas, pommes, granny, etc., etc. Pour les meubles, même chose, on a le niveau superordonné qui est le mot meuble, qui correspond au mot ou au concept de meuble, et puis les niveaux de base, donc qui vont être chaise, table, tabouret, etc. Et puis les niveaux subordonnés qui vont être des sous-types de chaises. Alors, ce qui est important ici, vous voyez, ça c'est quand même vraiment une découverte extrêmement intéressante, c'est que dans une perception purement logique des catégories, il n'y a aucune raison de privilégier un niveau plutôt qu'un autre. Mais dans une perception cognitive, dans une approche cognitive où on se demande comment l'être humain interagit avec le monde qui l'environne, etc., on se rend compte que le niveau de base est beaucoup plus important. Pour quelles raisons ? Eh bien, les objets qui correspondent au niveau de base sont les catégories les plus inclusives, les plus larges, hein, dont les membres possèdent un nombre significatif d'attributs en commun, ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres, ont des formes similaires et peuvent être identifiés à partir des formes moyennes des membres de la classe. Voici donc comment Roche caractérise cela. Alors on va voir chacune de ces propriétés un peu plus en détail. Alors, quand on observe le niveau de base et le niveau subordonné, ça marche aussi avec le niveau subordonné. Enfin, quoique, non. Oui, si, avec le niveau subordonné, pardon. Le niveau de base et le niveau subordonné. Par exemple, donc chien, d'accord ? Les membres du niveau de base ou du niveau subordonné ont une gestalt semblable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils correspondent à une forme visualisable. Hein. Je veux dire, si vous pensez à un chien, vous pouvez dessiner vaguement un chien ou avoir en tête une certaine forme. Si je vous dis animal, vous ne pouvez pas avoir en tête une gestalt d'animal, avoir un dessin de ce que c'est un animal en général. Hein, ça n'est pas possible.
Donc, l'idée qui était ici la première caractéristique, hein, catégorie la plus inclusive, c'est que vous ne pouvez pas remonter plus haut dans les catégories que chien. Si vous remontez plus haut, vous perdez la possibilité d'avoir une image associée, une gestalt, quelque chose qui soit une image commune pour tous. Donc c'est le plus haut niveau d'abstraction qu'on puisse avoir pour avoir malgré tout une similarité globale des formes des membres. Alors c'est le plus haut. Bien sûr, il est plus bas lorsque vous avez, si vous parlez d'un boxer, d'un teckel, etc., là aussi vous pouvez avoir une image. Hein. Mais c'est pas l'image de la plus grande généralité. L'image de la plus grande généralité, elle se situe à ce niveau-là. Deuxième caractéristique, les niveaux de base et subordonnés, par opposition au niveau superordonné, là c'est une coquille, déterminent un programme d'interaction. Alors, attendez, juste je corrige ça avant d'oublier. Donc, les niveaux de base et subordonnés déterminent un programme d'interaction, c'est-à-dire un programme moteur. Autrement dit, avec les éléments du niveau de base ou du niveau subordonné, il y a une sorte de comportement qui est prévu. Par exemple, avec une chaise, vous savez que fonctionnellement, il y a un programme moteur associé avec l'idée de s'asseoir. Avec un chien, vous pouvez avoir des programmes moteurs comme, je sais pas, caresser le chien, ou avoir un certain type de comportement avec lui. Mais avec un meuble, en général, par exemple, vous n'avez pas d'interaction possible qui soit prévisible, sauf à la rigueur si vous êtes déménageur, ou quel cas tous les meubles sont équivalents, et bon, à la rigueur. Hein. Mais même pour un déménageur, un meuble, en général, ne détermine pas un programme d'action. En revanche, une chaise ou une grosse armoire va déterminer un programme d'action, ou une armoire, je veux dire, pas forcément grosse, parce qu'il saura qu'une chaise est plus facile à transporter qu'une armoire, par exemple. Bon. Donc il y a un programme moteur qui est associé. En outre, le niveau de base c'est ce que montre un certain nombre de tests, il est plus rapidement identifié, c'est-à-dire que lorsqu'on vous montre une image, lorsqu'on montre à des gens des images par exemple une image de teckel, les gens vont plutôt dire c'est un chien, plutôt que dire tout de suite c'est un teckel. D'accord ? Donc c'est le niveau qui est le plus rapidement identifié, la dénomination préférée, et c'est aussi le niveau qui est appris le plus tôt par les enfants. Et enfin, le niveau de base est neutre, c'est-à-dire que si vous utilisez un mot correspondant au niveau superordonné ou subordonné, il faut qu'il y ait une justification contextuelle. Alors par exemple, cette citation vous le montre bien, dans une histoire de deux chiens, mettons un caniche et un épagnol. Donc là, on est au niveau subordonné. Hein. Caniche et épagnol sont du niveau subordonné par rapport au niveau chien, qui est le niveau de base. On pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, donc subordonné, c'est-à-dire caniche épagnol, plutôt que le terme général chien, pour distinguer les référents l'un de l'autre. Hein. Vous avez une histoire avec un caniche et un épagnol, vous allez dire ah, le caniche a fait ceci et l'épagnol a réagi en faisant cela, etc. etc. Hein. Mais si vous avez une histoire avec un seul chien, par exemple un épagnol, mais le même raisonnement pourrait être fait avec le caniche, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien ? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, une histoire de deux chiens, mais s'il n'y a pas de risque de confusion comme dans une histoire qui parle d'un seul chien, il n'est pas naturel et est stylistiquement marqué.
Donc autrement dit, si vous avez une histoire avec un seul chien, quel que soit le type de chien dont il s'agit, vous allez plutôt utiliser le terme chien plutôt que épagnol ou teckel, etc. Ou alors il faut qu'il y ait soit un deuxième chien, soit une raison particulière dans l'histoire qui fasse que cette histoire soit valable uniquement pour tel ou tel type de chien. Alors, d'autres exemples de subdivision de ces trois niveaux, superordonnés, vous voyez ici c'est surordonné, niveau de base subordonné, donc plutôt des exemples empruntés à la géographie. Une description avec un concept de type superordonné, ça va être milieu urbain, le niveau de base, ça va être la ville, le niveau subordonné, telle ou telle ville particulière. Pour les monuments religieux, vous avez monuments religieux comme étant le terme superordonné, église comme une dénomination de niveau de base, et telle église, par exemple l'église Saint-Jean-Baptiste, qui va être au niveau subordonné. D'accord ? Donc ce type de distinction s'applique à toutes sortes de choses, et là j'ai pris ce tableau dans un article qui n'est pas du tout un article de linguistique, mais qui décrivait des questions géographiques, qui s'intéressaient à des questions géographiques en utilisant cette distinction. Donc, en résumé, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. La catégorie a une structure interne prototypique. Deuxièmement, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Les frontières de la catégorie sont floues dans la sémantique du prototype, contrairement à la catégorisation sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Les membres d'une catégorie sont regroupés par une ressemblance de famille, c'est-à-dire l'expression vient de Wittgenstein, mais l'idée est simplement qu'au lieu d'avoir des propriétés communes à tous les membres, certains membres ont un certain nombre de propriétés, pas forcément toutes. Donc il y a simplement une ressemblance de famille. Et puis, l'exemple typique l'exemple avec lequel Wittgenstein introduisait la notion de ressemblance de famille, c'est la catégorie du jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu ? Et il disait c'est extrêmement difficile de trouver une définition en termes de conditions nécessaires et suffisantes. Il ne le formulait pas de cette façon-là, mais de ce que c'est qu'un jeu. Un jeu qui pourrait rassembler à la fois le concept de jeu. Alors vous allez dire c'est quoi ? C'est collectif ? Non, il y a des jeux qui se jouent tout seuls. Il y a des jeux qui sont plutôt des sports, des jeux qui sont plutôt des jeux de société, des échecs, etc. C'est extrêmement difficile d'avoir. Donc, il y a comme ça des ressemblances de famille, c'est-à-dire certains jeux ont entre eux des propriétés communes, et puis d'autres groupes de jeux se rapprochent du premier type pour certaines raisons. Par exemple, vous allez dire, oui, le jeu, c'est une activité purement gratuite. Non, il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant, je sais pas, au football, par exemple, qui est un jeu, mais bon, c'est un métier aussi. Voilà, c'est extrêmement difficile de trouver un critère général. Mais ce qui est frappant, c'est que, en dépit de ce critère, on n'a pas de définition. Demandez autour de vous, des gens, c'est quoi un jeu en général ? Les gens sont pas. C'est impossible d'être capable de trouver une définition qui vaille pour tous. Par contre, ça ne nous gêne absolument pas pour utiliser le mot jeu à bon escient dans toutes sortes de circonstances. Et même d'une manière éventuellement métaphorique, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que dans les usages, dans la pratique linguistique, nous n'avons pas besoin de catégorisation au sens, disons, scientifique du terme. Cinquième propriété, l'appartenance d'une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype. Et enfin, la catégorisation s'effectue d'une manière globale. Bon, ça j'ai assez peu insisté sur ce point, mais grosso modo, on le sait bien, on perçoit immédiatement quelque chose comme appartenant à une catégorie, quitte à se tromper, mais en général, les processus de catégorisation ne se font pas en
analysant les propriétés d'un objet les unes après les autres. Alors, une petite série de remarques conclusives qui viennent de Lakoff et qui relativisent un petit peu qui apportent un certain nombre de nuances sur l'usage de la notion de prototype. Les points sur lesquels je voudrais insister sont donc énumérés ici. Ce sont des points, vous voyez, qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas une sorte de mécompréhension à l'égard de cette notion de prototype qui a été, ou de prototypicalité, qui a été qui est aujourd'hui utilisée comme une évidence. Alors, parler d'un prototype, première caractéristique, parler d'un prototype, c'est vraiment une simplification. Une simplification grammaticale, une fiction grammaticale qui est pratique, commode. Parce que ce à quoi nous référons réellement, ce sont des jugements portant sur des degrés de prototypicalité. C'est-à-dire quand on dit que le moineau est l'oiseau prototypique, on veut dire que c'est celui qui a le degré de prototypicalité le plus élevé. Mais il n'y a pas un prototype. Chaque membre d'une catégorie a un certain degré de prototypicalité qui, dans telle ou telle culture, circonstance, etc., peut varier. D'accord ? Donc, le fait de parler d'une entité singulière comme étant le prototype de la catégorie est une erreur. Deuxième remarque, les prototypes n'impliquent pas une certaine modélisation du processus de catégorisation. D'accord ? Ce qu'apporte la notion de prototype, c'est seulement une contrainte sur le processus. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que les modélisations de ce processus de catégorisation soient compatibles avec ce qu'on sait au sujet des prototypes. Mais en elle-même, la théorie de la prototypicalité n'impose pas tel ou tel modèle. C'est très ouvert en termes de modélisation. Même type de remarque au sujet de la théorie des représentations. La théorie des prototypes n'implique pas qu'on ait un certain type de représentation des catégories. Les représentations peuvent être propositionnelles ou plutôt d'images. Là aussi, la théorie du prototype est neutre à l'égard du type de représentation. Et enfin, du point de vue de l'apprentissage, bien que les prototypes doivent être appris, ils n'impliquent pas non plus une catégorie spécifique d'apprentissage. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que, d'une part, le concept de prototype est une simplification. Pour être plus rigoureux, il faudrait parler de degré de prototypicalité de tel ou tel exemplaire. Et puis, par ailleurs, il ne conditionne pas la modélisation du processus de catégorisation. Alors, le problème, c'est que le phénomène de la catégorisation linguistique est compliqué par la polysémie. Ce qu'on peut conclure pour l'instant sur la catégorisation, c'est donc que c'est une opération fondamentale de la cognition humaine qui, pour ce qui concerne le linguiste, passe par la dénomination, c'est-à-dire que nous utilisons des mots qui... Nous, ce qui nous intéresse en tant que linguiste, ce sont les catégories véhiculées par les mots, pas les catégories pour lesquelles il n'y a pas de mots disponibles. La catégorisation est un type d'analogie, puisque, pour ma part, je considère qu'il y a là une des fonctions de l'analogie, puisque la catégorisation est tout de même fondamentalement construite sur l'idée qu'il y a une similarité entre des éléments, similarité à l'égard du prototype, similarité par rapport au prototype de la catégorie ou à l'exemplaire qui a le degré de prototypicalité le plus élevé, ou bien propriété commune dans le cas de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes.
Notez cette citation de Laïkov, hein, sans la capacité de catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, ni dans le monde physique, ni dans nos vies sociales et intellectuelles. Évidemment, puisque si nous ne pouvions pas catégoriser, imaginez un être qui dans une sorte de maladie donc purement imaginaire, hein, il n'y a pas de pathologie de ce type-là à ma connaissance, ne puisse plus catégoriser. Eh bien, il verrait deux grains de sable comme étant deux objets complètement différents. Il verrait ces livres-là comme des objets différents, mais qui n'appartiendraient pas à une seule et même catégorie de livres. Il les verrait comme des objets différents et qui, par hasard, se ressemblent visuellement, mais peuvent être aussi différents qu'un livre et une boîte, par exemple. Vous voyez, je sais pas, la forme d'un livre et la forme d'une boîte un peu plate, ça peut être équivalent. Bon, si vous n'avez pas du tout la catégorie, vous ne pouvez pas comment dire, vous ne pouvez pas les différencier. Donc, cette fiction d'imaginer un être qui n'a pas du tout de catégorie, c'est une pure fiction, parce qu'aucun être vivant ne fonctionne comme ça. Même les êtres vivants non humains ont des catégories. Hein. Une grenouille qui attrape des mouches ou un poisson qui attrape des mouches sait différencier une mouche d'un autre objet volant. Enfin, parfois il peut se tromper, mais en tout cas, il a des aptitudes à catégoriser. L'être humain, lui, a des possibilités de catégorisation qui sont beaucoup plus développées, notamment grâce au langage, hein, parce qu'avec le développement des facultés linguistiques, eh bien, nous avons à notre disposition un ensemble de catégories beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, et qui nous permet donc de structurer le monde d'une façon complètement différente des espèces qui ne disposent pas, disons, du langage. Mais le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que l'implication inverse, certes, nous ne pourrions pas vivre sans l'aptitude à catégoriser, mais l'aptitude à catégoriser est tellement automatique qu'elle nous empêche, d'une certaine façon, de percevoir la singularité des choses. C'est-à-dire qu'il existe quand même pour nous, dans le monde, des singularités. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité? Une singularité, ce serait un être ou un objet qui n'entrerait dans aucune catégorie. C'est-à-dire qui serait, en quelque sorte, presque incomparable, qui serait perçu pour ce qu'il est d'unique, de singulier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à des singularités, dans la mesure où on n'a que des catégories? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, par exemple, madame, votre pochette là orange, moi je la vois comme une chemise avec des élastiques, et je la vois comme un membre de la catégorie chemise avec des élastiques. Je ne la vois pas du tout dans la singularité qui fait qu'elle vous appartient à vous, qu'il y a peut-être des documents personnels à l'intérieur, je ne sais quoi, enfin, bon, voilà, qui est peut-être pour vous très singulière, parce qu'imaginez que ce soit, je ne sais pas, une pochette que vous a donnée quelqu'un que vous aimez beaucoup et à laquelle vous tenez, et qui serait du coup un objet très particulier. Hein. C'est très difficile pour nous de voir les choses du monde autour de nous autrement que comme des membres quelconques de catégories. Même pour les êtres humains. Les gens que vous ne connaissez pas, vous les voyez comme des membres quelconques de la catégorie homme, femme, grand, petit, blond, brun, etc. etc. Hein. Alors, comment on accède à la singularité? Eh bien, une des sources principales dans les communautés humaines, c'est l'œuvre d'art. Hein, parce que l'œuvre d'art, en général, essaie de construire quelque chose qui soit de l'ordre de la singularité, mais même là, on finit par avoir quand même des catégories, parce qu'un artiste produit plusieurs types d'œuvres qui entrent dans la catégorie des œuvres de cet artiste, mais bon, elles sont quand même toutes singulières. Et elles sont singulières. C'est-à-dire que si vous avez chez vous un Picasso, ce qui compte, si on vous l'enlève, on vous le remplace par une copie, ça n'est plus, même si les deux objets sont absolument indissociables, sauf par un très grand spécialiste, etc., la singularité de l'œuvre peinte par l'homme Picasso sera perdue. D'accord ? Donc il y a bien dans nos vies humaines
des êtres, des objets. Bon, les êtres, c'est évident, hein, on a tous des parents, etc., des gens à qui on est particulièrement attaché et qui ne sont pas simplement, tout au moins pas à tout moment. Vos propres parents pourraient être considérés, je ne sais pas, s'ils ont un comportement un peu qui vous embête et vous dites, voilà, bon, c'est bien des parents qui réagissent comme ça. Vous les mettez dans la catégorie parents et vous leur accordez des propriétés qui sont liées à la catégorie. Mais par ailleurs, ils sont aussi des singularités. Hein. Mais ça, le fait d'être une singularité, c'est évidemment quelque chose que nous masque cette pulsion vers la catégorisation que nous avons nécessairement. Alors vous aviez une remarque. Je voulais juste vous demander concernant les catégories, la catégorisation linguistique. Alors vous, d'après vous, on arrive à quelle catégorisation après un certain moment? Parce qu'en fait, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que même la singularité en linguistique, par exemple, il devient des traditions qu'on avait. Alors, déjà, la singularité présuppose une catégorie qui, après, on a vu, par exemple, que ça pourrait pas exister, en tout cas, concernant à partir d'autres langues. Alors, je veux dire que est-ce qu'il y a vraiment des singularités linguistiques concernant, par exemple, au niveau de la catégorisation des catégories grammaticales? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous entendez par singularité linguistique, là. Il y a déjà quelques traits qui appliquent dans toutes les langues. Ah, des universaux, vous voulez dire? Oui, oui. Ouais. Mais non, alors, là, je pense qu'il y a un malentendu lié à la polysémie du mot singularité. Ce que j'entends ici par singularité, c'est vraiment par opposition à l'idée de catégorie, cette idée que dans certains cas, des êtres ou des objets du monde externe, hein, je parle du monde externe, des êtres ou des objets du monde externe, nous apparaissent non plus comme de simples membres quelconques d'une catégorie, mais comme des objets singuliers. Alors, ils peuvent toujours être membres quelconques d'une catégorie, mais il y a des cas dans lesquels des objets ne sont jamais des singularités. Par exemple, ici, vous avez des chaises dans cette salle. Il est très peu probable que vous perceviez ces chaises autrement que comme des membres quelconques de la catégorie chaise. Sauf si vous avez par exemple gravé votre nom sur une des chaises de la salle et que vous considérez que c'est votre chaise et que vous la retrouvez, qu'elle prend une singularité à un moment donné et que voilà, vous ayez identifié un membre particulier. Mais même dans ce cas-là, vous pourrez aussi, vous ne pourrez pas empêcher le fait de percevoir cette chaise singulière comme étant malgré tout membre de la catégorie générale des chaises. Donc ce que je veux dire, c'est que l'accès à l'expérience singulière, c'est-à-dire à une expérience qui ne soit pas membre d'une catégorie, c'est quelque chose, au fond, il me semble, d'assez complexe et rare dans la vie humaine. Je veux dire que même une relation, je ne sais pas, par exemple une relation amoureuse avec quelqu'un, à certains moments, vous allez la percevoir comme ayant les propriétés de toutes les relations amoureuses. Ça passe par des moments d'enthousiasme au début, d'ennui au bout d'un moment, de jalousie éventuellement, etc. Bon, voilà, c'est la catégorie générale des relations amoureuses. Et vous allez percevoir, je ne sais pas, si vous êtes une femme par exemple, le comportement de votre compagnon ou de votre conjoint comme étant typique des hommes, voilà, de la catégorie homme, et que voilà, vous avez affaire non plus à un individu, mais à un membre quelconque d'une catégorie. Et quand est-ce qu'on arrive à échapper aux catégories et à retomber sur la singularité d'un être, d'un objet? Ça demande, il me semble, des efforts très grands. Hein. Ça n'est pas quelque chose de naturel dans notre vie.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis donc, on se retrouve maintenant à la rentrée, puisque je ne serai pas là la semaine prochaine. On se retrouve donc, fin janvier, début février. Merci beaucoup. Je vous en prie et bonnes vacances.